Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et ce sera le premier update lecture de 2020. Peut-être qu'il y en a qui l'ont remarqué, peut-être qu'il y en a que ça les a perturbés, je suis désolée, j'ai changé la manière dont j'appelle les updates lecture. Il y a toujours update lecture dans le titre, donc je me dis que ça va. C'est juste que fin 2019, j'ai dépassé les 100 updates lecture et je me suis dit que ça n'avait pas de sens de continuer à faire 100, 150, 200 et qu'il fallait, du coup j'allais les nommer par année. Ça tombait bien, on a changé d'année. Donc comme ça, il y aura l'année à chaque fois et je les numéroterai de 1 à je sais pas combien chaque année. Bref, c'était juste pour ceux que ça perturbait. Du coup, ce sera un update lecture. Alors, ça a beau être le premier de 2020, étant donné que je suis hyper à la bourre, je vais vous parler des dernières lectures que j'ai fait pour le Pumpkin, soit donc, le Pumpkin Autumn Challenge organisé par Gizmos, pour ceux qui débarqueraient et qui n'auraient pas suivi. Bon, c'est mort pour y participer, vous pourrez y participer l'année prochaine à partir de début septembre. Donc, ce sont 4 livres que j'ai lus fin novembre. Voilà, et au programme, on a 2 bonnes lectures et 2 abandons, dont une grosse, enfin 2 même grosses déceptions. Du coup, on finira le lecture sur une big déception. Ça arrive. Le premier, c'est Une lueur d'espoir de K.A. Tucker. D'ailleurs, les 3 premiers, vous les avez déjà vus dans le vlog que j'avais fait au mois de novembre, qui lui est sorti peu de temps après que je l'ai tourné, donc qui est déjà en ligne depuis 2 mois, facile. Je vous le remettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'est pas le vlog le plus passionnant de la Terre. Moi, j'avais pas l'impression qu'il était hyper intéressant quand je l'ai publié, et pourtant, apparemment, vous avez aimé. Bref, je n'ai pas l'impression que ma vie soit intéressante, mais a priori, vous la trouvez intéressante, c'est pas mal du tout. Pour le livre, donc on y rencontre Catherine qui, je crois qu'au début du livre, elle a genre 24 ans, un truc comme ça, je sais plus. Elle vit dans une toute petite ville et en fait, ça fait 6 ans, je crois, qu'elle vit en recluse et qu'elle essaye d'éviter tout le monde, qu'elle ne parle à personne. En gros, elle a un peu cloisonné sa vie pour ne pas avoir d'interaction parce que quand elle était au lycée, elle a fait quelque chose qui est excusable parce qu'elle avait 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Mais qui est mal vue, et donc du coup elle est devenue la salope du lycée, et comme pour ne rien arranger, c'est dans une petite ville américaine comme je l'ai dit, et ben elle est devenue la salope de la ville, hein, carrément. Donc elle s'est fait plein d'ennemis, tout le monde la critique, tout le monde se permet de juger sa vie, de juger ce qu'elle fait, de lui donner des conseils, de la critiquer, de l'insulter, enfin bref, voilà, c'est un truc très sympathique. Et donc elle a décidé déjà elle a quitté le lycée, elle n'a pas fini ses études et elle a trouvé un job de serveuse histoire de pouvoir vivre par elle-même parce que sa famille, malheureusement pour elle, n'était pas d'un grand soutien non plus. Et donc voilà, elle s'est faite littéralement oublier, même si elle est restée dans la ville. Je crois qu'elle vit dans une petite ville à côté, plus dans celle qu'elle a grandi, mais c'est pas très loin et en gros elle continue à voir les gens. Voilà, elle s'est un peu démerdée pour éviter les gens au maximum. Et au début du livre, donc voilà, au début du livre, on a cette situation qui est posée là. On a aussi quelques flashbacks tout au long du livre, on a quelques flashbacks de ce qui lui est arrivé quand elle était au lycée. J'ai trouvé ça très cool d'ailleurs. Et donc au début du livre, elle rentre chez elle un soir après un truc désastreux d'ailleurs qui lui est arrivé. Enfin, bref. Et elle est plus ou moins témoin d'un accident de voiture et elle va instinctivement, en fait, elle va vers la voiture qui est en train de prendre feu et elle sort un homme de la voiture. En gros, elle lui sauve la vie. Donc elle a aucune idée de qui est cet homme et de qu'est-ce qui se passe et de ce que c'est que ce délire, tu vois. Elle a pas réfléchi en fait, elle l'a sauvé d'instant. Et donc elle va découvrir juste après que cet homme est connu en fait. Hein. Donc elle ne le connaît pas comme j'ai dit, mais cet homme est très connu. Et donc, elle veut pas dire que c'est elle qui l'a sauvée parce qu'elle ne veut surtout pas que elle réapparaisse dans le journal parce que ça avait été aussi loin que ça, hein, et que les gens se mettent à parler d'elle et à la critiquer, et elle veut pas que cette affaire du lycée ressorte. Donc voilà, on va suivre ça. Alors c'est du K.A. Tucker, donc c'est chez Gourmand, donc c'est une romance. Donc il va y avoir une romance entre les deux personnages. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. On est uniquement du point de vue du personnage féminin, ce qui personnellement ne m'aide pas à aimer un livre parce que j'ai besoin d'être dans la tête du personnage masculin. Effectivement, si on avait été dans la tête du personnage de... Alors je sais plus comment il s'appelle et c'est pas plus mal si je vous dis pas comment il s'appelle. Donc si on avait été dans sa tête à lui, j'aurais peut-être mieux aimé ma lecture. Mais j'ai quand même beaucoup apprécié, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage de Catherine et j'aime bien le thème qui est abordé. C'est un thème qui me touche malheureusement personnellement. Et franchement, je me suis retrouvée dans cette histoire et j'ai bien aimé la manière dont c'est fait. C'est réaliste et ça fait vrai en fait. Ça fait pas histoire racontée et inventée complètement, même si c'est le cas, hein. Mais voilà, ça paraît réaliste et ça pourrait arriver comme ça dans la réalité.
malheureusement. Voilà, j'ai adoré. Après, c'est un long bouquin et j'ai mis énormément de temps à le lire, mais j'ai vraiment passé un bon moment et j'ai beaucoup aimé. Et pour ceux qui ne connaîtraient pas Kaya Tucker, elle a aussi publié il y a ça, bien 5-6 ans, voire plus, une trilogie, c'est chez Hugo Roman, que j'avais adoré. J'ai pas le titre là maintenant tout de suite, mais je vous mettrai le lien vers le tome 1 de la trilogie en barre d'infos si vous ne connaissez pas et que ça vous intéresse. Je sais que le titre du tome 1 c'est Respire, mais je me rappelle plus du nom de la trilogie. C'est un nom en anglais et là il me revient pas. Donc bref, voilà, j'ai bien aimé. C'est une romance et c'est assez différent de ce qu'on a en romance. Voilà. Si vous avez vu mon vlog, vous savez quel livre vient maintenant parce que j'ai décidé d'en parler en update lecture. Donc c'est Eragon, le tome 1 de l'héritage, écrit par Christopher Paolini. Je vais dire la musique maintenant parce que sinon après je vais partir dans mes délires et je vais oublier. Donc j'écoute pour cette saga Just in Love de Joe Jonas. Voilà, comme ça c'est fait. Donc pour ceux qui débarqueraient, pour moi c'était une relecture. Cette saga est la première vraie saga de livres que j'ai découvert par moi-même. À l'époque, j'en avais quasiment pas entendu parler. Je dis première vraie saga parce que avant de lire l'héritage, j'avais lu Harry Potter, mais Harry Potter, j'avais vu des films, voilà, beaucoup de monde en parlait, je connaissais, c'était très connu, tout le monde lisait, tout le monde regardait. Donc voilà, c'était pas une vraie découverte Harry Potter. Là, c'était une vraie découverte parce que j'en avais jamais entendu parler. À l'époque, je suivais personne sur YouTube, c'était pas très développé quand j'ai lu ça. Moi, j'ai lu ça, j'avais 18-19 ans. 19 ans, ça doit être ça. Donc ça fait 7 ans. Il y a 7 ans, YouTube, c'était pas. Enfin, BookTube, c'est pas hyper développé. Instagram, tout ça, on n'en parle même pas. Donc il n'y avait pas tous ces médias qui permettaient de découvrir des livres et de partager des livres pour les autres en fait. Donc moi je l'ai découvert par moi-même toute seule. Je sais même plus comment je me suis acheté le tome 1, totalement par hasard. Et donc bref, j'ai lu les 4 tomes et voilà. Et en fait j'avais envie de relire cette saga parce que c'est la saga qui m'a donné envie de lire. Et j'ai pas de musique pour cette saga. Et j'adore avoir des musiques pour les sagas. En fait, écouter une musique quand je lis une saga, ça me permet à la fois de me mettre dans ma bulle quand je lis. Je peux lire n'importe où avec ma musique dans les oreilles. C'est pas du tout gênant du coup. Et ça me permet aussi, une fois que la saga est terminée, de réécouter la musique et de me replonger dans cet univers-là. Et j'avais pas ça avec l'héritage et ça me manquait. Donc c'est une des grandes raisons qui a fait que j'ai relu que je suis en train de relire la saga parce que j'ai pas fini. Et la deuxième, c'est que le premier tome d'une espèce de saga spin-off écrit par Christopher Paolini est sorti il n'y a pas très très longtemps. Et je me suis dit, je ne lirai pas ces livres-là tant que j'aurais pas relu l'héritage. Donc voilà, c'est ce qui a déclenché ma relecture. Bref, ici pour ceux qui débarqueraient d'une autre planète, on suit Eragon qui au tout début va trouver une pierre. Alors c'est pas vraiment une pierre, mais je vous dirai pas ce que c'est. Vous avez qu'à réfléchir, c'est pas non plus très compliqué de deviner ce que c'est. Et cette pierre va littéralement changer sa vie, elle va l'emporter dans une quête de fantaisie, dans un voyage et tout un apprentissage qu'il va initier dans ce tome-là et continuer dans les tomes d'après, enfin au moins dans le tome 2, d'après mes souvenirs. Donc voilà, on va le suivre à travers le monde. On a une carte au début. Je ne sais pas ce que vous allez voir, mais voilà, on a une carte. Une carte, ça c'est tout le monde dans lequel il vit. Et donc voilà, il va parcourir tout ce monde-là et découvrir plein de choses. Découvrir la magie, pourquoi le roi est complètement taré, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, pourquoi les gens en sont arrivés là, et tout et tout. Et j'adore cet univers vraiment vraiment. Et par-dessus tout, j'adore Eragon. Je m'en étais pas rendu compte avant, mais j'avais aussi peur de détester Eragon et qu'il m'agace parce que les ados en ce moment particulièrement ont tendance à me taper sur le système, vraiment vraiment, parce qu'ils passent leur temps à geindre et à se plaindre, parce qu'ils passent leur temps à critiquer tout et tout le monde, et c'est une manière d'être qui me fatigue vraiment. Et Eragon n'est pas comme ça. Il est curieux, il veut comprendre, il veut savoir, il pose des questions. En fait, parfois on lui répond non, pas maintenant, mais il se laisse pas faire, il insiste. Franchement, dans le tome 1, c'est limite une joke entre les. Enfin, je sais pas comment il y a un truc avec joke en anglais qui dit qu'en gros, c'est une blague qui tire sur tout le long du livre. Il passe son temps à poser des questions et en fait il en pose pas une, il en pose 3, 4, 5, 6, 12 à chaque fois, et le personnage en face de lui dit bon, t'as fini avec tes questions que j'y réponde, parce que là si tu continues je peux pas y répondre en fait. Voilà, j'adore ce personnage. Et aussi j'ai compris à la relecture pourquoi ce livre en particulier et cette saga en particulier m'avait donné envie de lire, de découvrir plein d'auteurs, plein d'autrices, plein d'univers. Je l'ai déjà dit mais je le répète, parce que c'est écrit
d'une fluidité et d'une facilité, c'est génial. Ça reste de la fantaisie, ça reste un monde inventé, ça reste des codes que tu connais pas, il y a des créatures que tu connais même pas, enfin, les noms des personnages sont pas hyper simples, il y a tous les noms des villes, tous les noms, le nom de l'univers, les noms des créatures, enfin il y a plein de choses inventées par l'auteur auxquelles tu dois t'adapter et avec lesquelles tu dois faire en fait, enfin, tu dois apprendre ce que c'est. Et c'est écrit d'une facilité et d'une fluidité, mais c'est magique, vraiment. En plus, si je dis pas de conneries, étant donné qu'il a écrit que ça, Eragon est forcément son premier roman. Et franchement, pour un premier roman, c'est juste magistral. Vraiment, il a cette capacité de t'immerser, enfin, t'immerger dans l'univers. Enfin, j'ai perdu le mot, mais vous avez compris. Et c'est juste génial, vraiment, vraiment. Euh, alors, il est énorme, il peut faire flipper comme ça, mais franchement, ça se lit vraiment facilement. Il fait presque ça, il fait 680 pages de mémoire. Là, comme ça, tout de suite. Voilà, c'est ça, 680 pages. Mais franchement, ça se lit vraiment, vraiment bien. Et vraiment, vraiment facilement. Bref, je pourrais en parler pendant 1000 ans. J'ai déjà lu le tome 2, donc je vous en parle très prochainement. Et je vous conseille cette saga si vous ne la connaissez pas. Ou si vous avez peur de la lire parce que vous avez vu le film, ne vous fiez pas au film. Découvrez les livres et l'univers créé par Christopher Paolini. Vraiment, vraiment. Bon, là, on va passer du côté obscur de la lecture parce que les deux suivants sont des abandons et des grosses déceptions. Je suis désolée pour tous les fans. Donc, Love Simon Simon de Becky Albertalli. Ce livre a été une souffrance. Alors, j'ai pas été hyper loin parce que franchement, je n'en pouvais plus. C'est l'un des rares livres où, dès le début, j'ai senti que ça le ferait pas. Mais j'ai insisté, j'ai continué. Franchement, si je m'étais écoutée au bout de 20 pages, j'aurais arrêté. Mais j'ai été plus loin, j'ai atteint la page 60, je crois. 68, oulala, gros effort. Vraiment, j'en pouvais, je peux pas. Donc, pour le résumé du livre et pour ceux qui ne sauraient pas, on va suivre Simon, qui est un adolescent de 16 ans. Voilà, on le suit dans son quotidien. Il va au lycée avec ses amis. Et au début, au début, il y a plein d'activités qui sont organisées par le lycée. On y parle de foot, il y a un festival avec la musique, il y a un truc en rapport avec les terminales, il y a une journée spéciale. Enfin, il y a plein de petits événements. Il y a Halloween aussi au début du livre. Qui se passe. Donc voilà, il y a plein de petits événements comme ça qui sont organisés et on va suivre Simon dans son quotidien. J'ai vérifié, c'est pas un spoil parce que c'est écrit sur la quatrième de couverture. Il est homosexuel, mais il n'a pas encore fait son coming out. Voilà, ça c'est pour la situation de départ et c'est Simon qu'on va suivre pendant tout le livre, même si moi j'ai pas été au bout. Alors je le dis maintenant et je ne le répéterai pas. Tout ce que je vais dire maintenant n'engage que moi, ce n'est que mon avis, ma manière de voir les choses, ma manière de les avoir ressenties. Et je sais qu'énormément de monde ont aimé ce livre, c'est un des problèmes que j'ai avec le livre d'ailleurs, mais voilà, si vous avez aimé, si vous avez compris différemment de moi, si vous avez aimé Simon et ce qu'il raconte, très bien. Franchement, c'est très cool pour vous, mais moi, c'est pas mon cas. En fait, il y a deux principales critiques que j'ai à faire à Simon. La première, c'est qu'il passe son temps, mais alors vraiment, à chaque fois, en fait, pendant 4-5 pages, il t'explique que le football, c'est de la merde, vraiment, ça me gave, moi, j'ai pas envie d'y aller, c'est nul, ça sert à rien, le sport, franchement, c'est nul, tout le monde y va, mais moi, j'irai pas, parce que franchement, ça m'intéresse pas. Voilà, pendant 4 pages, il te bassine avec le foot, c'est nul, j'irai pas. Et puis là, tu tournes la page, et bon, bah, il y a un match qui est organisé, tout le monde y va, vas-y, c'est cool, bon, bah, je vais y aller. Une fois, ok. Pareil pour Halloween, il t'explique que franchement se déguiser c'est pour les gamins, moi je me déguise pas parce que bon voilà, il y a des fêtes d'organiser mais c'est juste pour boire, et puis il faut se déguiser, et vas-y c'est nul, et franchement j'aime pas. Voilà, pendant 4-5 pages pareil. Et là, pareil, tu tournes la page, bon bah je vais me déguiser, ça va, mettre un petit chapeau, une petite perruque, c'est pas non plus la fin du monde, vas-y je vais faire un effort, je vais y aller. Et tout est comme ça. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans ce livre est comme ça. Il critique tout pendant 4-5 pages, voire plus. Et ensuite, il te dit, bon, bah, je vais le faire quand même. Alors, je sais, c'est un ado. Je sais, c'est comme ça quand t'es ado. Mais ne passe pas 4-5 pages à m'expliquer en long, en large et en travers à quel point c'est nul, à quel point ça t'intéresse pas, à quel point c'est de la merde selon toi, pour ensuite me dire, bon, bah, ça va, je vais faire l'effort, je vais le faire. Moi, ça, mais franchement, j'avais envie de le tarter, vraiment. J'étais là, mais il va se taire à un moment donné ou pas, en fait? Parce que là, ça me gonfle, vraiment. Il est insupportable. Enfin, moi, je l'ai pas supporté, clairement, pas possible, en fait. Et la deuxième chose, et là, j'ai vérifié la définition avant d'en parler, parce que je voulais être sûre de ne pas dire de conneries, quand même, tu vois. Il n'est pas homophobe en tant que tel, mais il véhicule lui-même des stéréotypes. En fait, j'ai pas trouvé le mot, c'est sexiste pour les homosexuels. Vous voyez ce que je veux dire?
véhiculer des stéréotypes sexistes, ça va être la femme elle est plus douée pour faire le ménage, elle est plus douée pour faire la cuisine parce que c'est une femme. Voilà, ça c'est un stéréotype sexiste. Il y a l'équivalent pour les homosexuels, mais je sais pas c'est quoi le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez compris. C'est pas homophobe le mot parce que la définition de homophobe c'est un rejet total et complet des personnes homosexuelles. Ce que n'est pas Simon, puisque il est lui-même homosexuel, donc il ne peut pas lui-même s'auto-rejeter, donc c'est bien ce que je pensais, c'est pas compatible les deux en même temps. Tu peux pas être homosexuel et homophobe. Par contre, tu peux être une femme et tu peux être sexiste. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu peux être homosexuel et véhiculer toi-même des stéréotypes anti-homosexuels. Et franchement, ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé parce que... Et là, c'est là qu'intervient la part de pourquoi tout le monde a aimé ce livre. Moi, je m'attendais à un livre positif, je m'attendais à un truc vraiment cool, vraiment bien fait. Et pour moi, ce livre véhicule des stéréotypes anti-homosexuels. Je vais essayer de vous retrouver le... Il y a une phrase qui m'a vraiment, vraiment choquée. Je la retrouve et je vous la lis. Bon, j'ai mis 1000 ans, mais j'ai enfin trouvé, donc je ne l'ai pas précisé, mais pendant tout le livre, on est dans la tête de Simon, et donc il n'y a que lui qui s'adresse à nous, et que lui qui décrit ce qu'il voit et qui nous parle, en fait, on est dans sa tête, quoi, bref. Et donc là, il dit... à ma connaissance, il n'est pas gay, donc il parle d'un autre mec, évidemment, point, mais il fait partie du club de théâtre. Et là, moi, ça me dérange parce que non seulement ça implique que si tu fais du théâtre en étant un mec, t'es forcément homosexuel, mais pire que ça implique que si t'es hétérosexuel, tu n'as pas à faire de théâtre. Et ça me dérange vraiment parce que ces deux phrases sont hyper simples, vraiment, il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est hyper simple, c'est hyper bien écrit, c'est très léger, très cool, mais ça véhicule pour moi un stéréotype homosexuel et ça me dérange, vraiment, ça me dérange. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai pris du recul en fait et je me suis dit, attends, c'est une situation que moi je ne vis pas, enfin que je n'ai pas eu à vivre et que je ne vivrai jamais. D'ailleurs, il lui dit à un moment donné, il dit que les hétéros n'ont pas à faire de coming out. Et c'est vrai, c'est le cas, ça s'appelle une inégalité entre les deux, entre les hétéros et les homosexuels. Les hétéros n'ont pas à faire leur coming out parce que les hétéros n'ont pas à préciser leur sexualité alors que les homosexuels l'ont. Autrement dit, moi, en tant qu'hétérosexuel, je n'ai pas eu à faire ce coming out, donc je ne me suis pas retrouvée dans cette situation-là. Certes, mais ce qui me dérange, c'est que le gars t'explique, donc le gars véhicule lui-même des stéréotypes comme ça, c'est pas le seul, hein, il y en a plusieurs. Il fait lui-même des petites réflexions, des petites remarques qui, en soi, n'ont rien de grave et n'ont rien de dramatique, mais au bout d'un moment, moi j'étais là, mais arrête en fait, arrête de faire ça parce que ça me gonfle. Surtout que au bout d'un moment, le gars t'explique que je pourrais faire mon coming out, franchement au niveau de mes parents ça passerait et tout, il n'y aura pas de problème. Mais le problème c'est que si je le fais, tout le lycée il sera au courant, et puis après je vais me prendre des remarques et des réflexions et des insultes et blablabla, et du coup je le fais pas. Autrement dit, le gars est en train de t'expliquer qu'il ne fait pas son coming out parce que sinon il va se prendre des réflexions auxquelles lui-même participe. J'étais là, mais c'est... Enfin, soit tu fais, encore une fois, soit tu fais l'un, soit tu fais l'autre, mais à un moment donné, c'est pas possible en fait. Et c'est là où je me suis mis dans une situation que potentiellement un jour, même si j'espère pas, je serai amenée à vivre. C'est comme si moi, en tant que femme, aujourd'hui, en 2020, je passer mon temps à dire à toutes les femmes violées, bah ouais mais elle avait une mini-jupe, bah ouais mais elle avait bu, bah ouais mais elle le draguait, bah ouais mais elle était dans la rue, bah ouais mais c'est une femme, bah ouais mais elle avait des talons. En gros, je passais mon temps à véhiculer ce genre de petites phrases un peu innocentes, tu vois, qui accusent la victime et qui la dénigre, et qui enlève un peu de vérité à ce qu'elle est en train de montrer, tu vois. Elle s'est fait violer, la meuf, elle t'explique qu'elle s'est fait violer, qu'elle le voulait pas, et moi je suis là derrière à expliquer que, bah ouais, mais elle l'a cherché. Vous voyez ce genre de situation? C'est comme si exactement moi je faisais ça, et quelques semaines ou quelques mois plus tard, je me fais violer, pas de bol, et je dis bah ouais bah non, je vais pas dire que je me suis fait violer, je peux pas porter plainte, je peux pas aller voir machin, parce que on va me dire que j'avais une jupe, on va me dire que j'ai... T'es sérieuse meuf en fait? Tu participes toi-même à quelque chose, et ensuite tu m'expliques que tu peux pas faire ce que tu voudrais faire, parce que tu vas te prendre les réflexions que toi-même tu fais aux autres. Mais on est où là? On est sur la lune ou quoi? Enfin, franchement, ça m'a rendu tarée. J'étais là, mais est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit? Alors, je veux bien qu'il soit adolescent, je veux bien qu'il ait pas de maturité, enfin, qu'il soit pas assez mûr, qu'il soit pas adulte, je veux bien tout ça. Mais à un moment donné, réfléchis 3 secondes, quoi. Franchement, ça m'a gonflé. Vraiment, ça m'a gonflé. Et je trouve ce livre d'autant plus dangereux que tout le monde l'aime et que tout le monde le plébiscite, hein. Perso, moi, je suis pas d'accord avec ce livre. Mais bon, bref. Voilà, je l'ai dit, même si j'avais dit que je le répéterais pas, je le répète, ça n'engage que moi. Et le dernier du jour, c'est Au Royaume, le tome 2, L'héritier de Pierre Pével, et ça a été un échec et une déception. Mais moi, je crois que j'ai lu 100 pages quand même. Voilà, 106 pages.
j'ai pas du tout aimé. J'ai adoré le tome 1, vraiment, vraiment. Je vous retrouverai la lecture dans laquelle j'ai parlé du tome 1 et je vous le mettrai en barre d'infos parce que vraiment, j'ai adoré le tome 1. J'ai vraiment, vraiment adoré le tome 1. Et là, en fait, alors, je ne vais pas tout vous dire parce que je voudrais pas vous spoiler la fin du tome 1, je suis pas une grosse connasse non plus, mais le personnage principal du tome, enfin, le personnage principal qu'on suit dans le tome 1 n'est pas là. Il est pas là, on sait pas, enfin, on sait pourquoi, mais il est pas là et on montre clairement qu'il est parti, qu'il reviendra pas, qu'il a pas de chance, enfin, bref, voilà, il est pas là et il sera plus là. Il s'est barré, hein, bref, on s'en fout. Et donc il est plus là, et donc on va suivre d'autres personnages. Et en fait, on est dans la politique. Et moi, j'aime pas ça du tout. Vraiment, on a des complots politiques, on a la reine d'une ville et la reine d'une autre ville, et puis les milices au milieu, et puis les autres villes autour, et puis le fils qui est aussi prince, et puis qui est chef de la garde, et puis enfin bref, c'est un bordel politique monstrueux. Et on est dans un moment du royaume où bah moi je vais faire ça, comme ça machin il va croire que, mais en fait ça sera ça. Du coup il aura l'impression qu'il décide, mais en fait il n'a pas décidé parce que c'est moi qui... Franchement, ça m'intéresse pas. Vraiment, ça m'a gonflé, mais alors d'une puissance que vous imaginez même pas. Je suis dégoûtée parce que j'ai vraiment adoré le tome 1 et j'aurais aimé pouvoir continuer la saga, mais là je peux pas. Vraiment, je peux pas, c'est pas possible. J'y arrive pas, ça m'intéresse pas. En fait, je lis la page, donc au début de la page ça va, je lis, je suis intéressée, ça va. Et plus je descends, moins ça m'intéresse. Et j'arrive en bas de la page, j'ai pas lu la moitié de la page en fait. Je me rappelle pas de ce que je viens de lire parce que ça m'intéresse pas en fait. Donc je me suis dit, j'ai beau avoir adoré le tome 1, je préfère abandonner le tome 2 et garder un super bon souvenir du tome 1 et ne jamais finir la saga que aller au bout de ce tome-là dans une souffrance absolument insupportable, surtout que il fait plus de 600 pages, si je dis pas de conneries, et me finir par me dégoûter de l'histoire et de l'auteur. Voilà, j'ai préféré abandonner ce tome 2 en me disant je garde le super souvenir que j'ai du tome 1, je lirai autre chose de Pierre Pével, mais là, celui-ci c'est pas possible pour moi. Après peut-être que, enfin, en fait ce qui m'a fait abandonner c'est que je pense que les magouilles politiques vont durer pendant tout le tome. Et c'est dommage, vraiment c'est dommage. Mais voilà, peut-être que vous ça vous intéressera, peut-être qu'il n'y a que moi qui n'aime pas ça, j'en sais rien. Mais moi c'est pas possible. Sinon j'écoutais No One de Jess Glynne pour cette saga que je ne terminerai pas, hein, du coup. Bon, je pense que la vidéo est bien assez longue comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez réagir à mes avis, n'hésitez pas, vraiment. En commentaire, je vous répondrai évidemment. Bref, je m'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.